Oui, non, mais je regarde aussi. Et donc la question de l'architecture est toujours au cœur de vos bandes dessinées. Je vais passer le micro à Serge qui va peut-être évoquer ce qu'il fait. Comment tu travailles sur l'architecture, de quoi tu t'inspires, est-ce que tu fais des photos, est-ce que tu vas sur les lieux, est-ce que tu te déplaces, est-ce que tu vas en bibliothèque, comment fais-tu pour travailler? Je sais pas si vous voulez pas interviewer Béziers en premier. Non, c'est fait exprès, ok. Normalement, je sais pas du tout manier. Je sais pas du tout manier l'architecture. Je suis nul. J'ai pas fait d'école de dessin, donc je suis très très nul. Donc normalement, je serais plutôt de l'école de l'expressionniste allemand où les trucs partent dans tous les sens. Donc moi, la ligne de fuite, je sais même pas ce que c'est. J'ai vaguement appris à l'école. Et je savais jamais comment la placer. Les mecs qui sont bien meilleurs peut-être que moi, Chaland, étaient hyper balèzes. Donc c'est dommage qu'on leur pose pas les questions. Mais mon humour un peu à la con. Donc si, je me documente je prends des photos. J'utilise des photos. Maintenant avec Google, c'est vachement bien parce que alors là, on peut tout prendre à droite et à gauche. Des mines et des mines de documentation. Donc je pars très souvent de photos pour l'archi. Voilà. Puis je fais des milliards de crobards. J'adore musarder dans les bouquins aussi. Et choper des trucs. Donc je fais même pas attention à de la perspective ou de l'archi. Je pique tout. Puis c'est mes comment on appelle ça, mes rushs. Et après je me sers de ça pour faire une BD. Est-ce que tu dessines? Quelles sont les villes que tu dessines? Quelles sont les villes qui t'inspirent? New York, évidemment. Par exemple, dans le Spirou que j'avais fait, où je m'étais amusé à faire un Spirou, effectivement, j'ai mis Spirou dans des villes, en particulier New York, les toits de New York, des choses comme ça. Qu'est-ce que... les villes qui m'inspirent. Moi, la ville, dans mes personnages Feel Perfect sont dans une ville qui s'appelle Mégaville. Et donc, c'est une ville imaginaire. Donc, j'ai tracé les contours, comme Ted Benoît avait fait une sorte de ville imaginaire. Moi, j'étais parti sur un peu le même truc en me disant, comme ça, je pourrais faire ce que je veux. Et donc, c'est un mélange de Stockholm, de New York, du RSS, de plein de trucs allemands, de trucs allemands. C'est un gros mélange d'architecture, donc pas de trucs précis. Je suis pas Jacobs. Il n'y a qu'à Moscou, je suis allé à Moscou, j'ai fait 1000 photos à Moscou, justement pour l'archi, parce que je devais faire une BD qui se passerait à Moscou. Donc là, j'avais repéré tout Moscou pendant 15 jours, où j'ai passé 3 jours au fond du lit à cause de... Je m'étais pris la crève. Donc on avait soigné ça à la Pierzowska, ou à la vodka, et au cataplasme de moutarde. Enfin bon. Et puis j'avais pris donc 1000 photos pour en faire une BD, qui ne s'est pas fait parce que Dezinge, qui était le mec d'Albin Michel, qui devait accueillir la BD dans l'écho des savanes, quand je suis revenu de Moscou au bout de 15 jours, m'a dit non, en fait on va pas faire, on veut des histoires courtes. Donc voilà. Donc d'un seul coup j'y pensais plus, mais effectivement je voulais faire un Moscou comme Jacobs avait fait le centre de Londres. Donc moi je connais Moscou comme ma poche autour du Kremlin et tout le bordel. Et je me suis fait arrêter par le KGB 10 minutes. Mais les 9 premières minutes, je savais pas si j'allais survivre. Ça fait pas rire. Ah ben, je dois le raconter dans un autre opus chez Donnelly Graphique, mon éditeur Jean-Luc Montal. Ok. You're from two cultures, right? Yes. Il est plutôt de deux cultures, indonésienne, d'une part, familialement, et évidemment néerlandaise par vie, puisque you were born there in Netherlands, right? So, okay. And on the architectural level, is it important to have in mind two types of buildings, two types of cities, and different things, and be able to
make a difference between what you see and what's in your DNA, so to speak? Yeah, there is a type of architecture I do like. It's colonial architecture. And actually, before I went in my family history about Indonesia, I found those colonial architecture actually in books of Yves Chaland. Le cimetière des éléphants. Those buildings in Africa, the round squares, you know, and the etage, just and the pillars, and actually the cinema, the cinema as well from Le Jeune Albert, and the other poster. When I saw that as a teenager, it touched me. It was something. It was attractive to me. And then you went there and discovered what was the actual colonial architecture. Were you disappointed, or was it a kind of revelation or something? Well, I love the architecture, like your books as well. It's more Louis Clair. It's strong. It's simple, like Art Deco or Lloyd Wright. So I was in Holland. We have the Art Deco architecture as well. But when I was in the tropics in Indonesia for the first time in 1992, I see those same buildings, Art Deco, architected cinemas, government buildings, private buildings. It's all Art Deco, but it's adapted to the tropics. It means there will be a little bit more roof on top because of the shadow. The shade will fall more on the wall, so it would be more cooler. You know, so that's when I found those images. I made photos from many buildings, because you have also many books of the Dutch Indies from the colonial area, black and white pictures, as I took as my reference. But I went to certain islands like Sulawesi, and Which one? Indonesian island Sulawesi, and most books about Indonesia of the Dutch Indies are going about Java, the island Java, and Sumatra. And the East Indonesia was less important, so there are not that many photos. So I went to Sulawesi, East Indonesia, to make pictures of all those buildings, old buildings, to use afterwards for my own work for Rambocam. Another comic artist, Frank Legal, with an only Dutch. What's his character? Théodore Poussin. He's going to Celebes as well, to the city Makassar. He go there, and Frank Legal, he chose this typical Indonesian architecture from this Provence Toraja. And many French people, when I was in Toraja in 1992, I met very few, very French tourists as well in Toraja. In Toraja, there were many French tourists. I don't know, maybe there's a tourist agency in France who promotes Toraja, perhaps. But Frank Legal, he used those buildings as a typical, used like a boat, but just upside down. And Toraja is in the South Sulawesi. So when I saw Frank Legal using Indonesian, and my mother, she lived on Sulawesi, in Celebes, on Makassar. So my mother lived in Makassar, the city. And when I saw that Frank Legal used Makassar and Toraja, and so I thought, well, that's good. That's one of the few comics of Indonesia, and that's what Frank Legal did. So I thought, well, I will have to do that too. And do you mean you stole from him? No, I didn't use those buildings of him, because that's a traditional Indonesian house, and I didn't use that for my story. More generally, there's a question I ask myself all the time as a script writer. It seems that it's easier to draw architecture than to draw characters. What do you think about this? Is it real, or is it just an impression? Well, in my point of view, let's say I do Blake and Mortimer as well, together with Teun Besserik, another Dutch comic artist. The characters are important, but the backgrounds, the architecture is important as well. So for me, if you are a comic artist, you should do both very well.
And if not, well, you should ask help from somebody who is good in making architecture. But to me, the characters are the most important. They need to be alive, the way they act and the way they draw it, in the style you have chosen, of course, it depends on the style. But the architecture and the landscape and everything, that's a character as well. Because architecture, the backgrounds, they're telling their story, and altogether it fits to your story. But my question was not exactly that. I was asking, is it easier to do one or the other? I mean, for you, are you more at ease, or is it less painful or demanding to do the characters or the background? The characters, personages are more difficult, because that should be more fluid. It should be alive. So that's for me, in this case, important. Even though the backgrounds should be important, but background, let's say I made this first page of Le Palais des Immortels, tome 2. You will see an overview of Hong Kong, the city of Hong Kong, one big panel. I used two pictures in a different angle, so I made a composition and I drew everything, as I may say, very well. But it's just only technique. Yes. You have to know where is the point en vue, point of view, just several, two, maybe three, two, and it's just only technique then, and just be patient and just sit there and make hours, 10 hours a day. For me, I'm personally. And it depends on the comic style, the style you have chosen. If it's in ligne claire, as Jacobs, then it should be correct, because if you just go just 1 millimeter, it falls apart. So the main characters, the characters are of course important because they are telling the story, and that's hard work, and just doing your best and technique, but more difficult for me. The backgrounds are technique, and the difficulty is in a page like that, like Hong Kong overview. Yeah, I know it will take me 2 weeks. So I know, alright, I will be 2 weeks on this page. And that's plus. Bézian, tu as un dessin qui est un dessin relativement géométrique et construit selon des lignes très puissantes. Tes décors sont importants aussi. Qu'est-ce que tu as ajouté là-dessus dans la relation entre la figure humaine et la beauté des villes, qui est on a Svart ici, on a Evermelen, c'est le moment ou jamais de parler de l'extraordinaire capacité des dessinateurs à acquérir les villes et l'architecture dans leur travail, puisque les deux ont fabriqué des choses qu'on n'avait jamais vues, quoi. Donc quel est ton sentiment là-dessus? J'aurais pas à traduire, c'est cool. J'ai des relations avec l'architecture en tant que dessinateur un peu compliquées parce que variées. Et j'essaye dans la mesure où j'essaye déjà à chaque projet de changer un peu d'angle, de changer de manière, etc. J'essaye de tout adapter. D'autre part, je conçois, il y a longtemps que je conçois les architectures, quelle que soit l'époque sur laquelle je travaille, comme des personnages, comme on disait tout à l'heure, mais c'est-à-dire que je fais sans arrêt des ponts entre les personnages et ce qu'ils habitent. Que ça soit une maison fétale comme la Splendeur des Ambersons chez Orson Welles, ou une ville ou un village entier. Mais chaque fois, je prends un angle différent. Par exemple, je peux juste en citer deux parce que ce sont deux amorces totalement différentes. J'ai fait un album il y a quelques années qui s'intitulait Les Garde-Fous, qui est une histoire pour une fois chez mon contemporaine, où j'ai demandé à mon frère, qui est architecte, de me concevoir une villa qui n'existe pas. On aurait bien aimé que Mécène nous la paye, mais non. Après avoir écrit toute l'histoire,
après avoir déterminé les comportements et les psychologies de tous les personnages, pour qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe et de la façon dont ça se passe, pour qu'ils me conçoivent, je lui avais dit, une villa d'un couple riche, trop grande pour eux, et avec beaucoup je lui ai dit de se lâcher sur carrément des aspects qui n'étaient qu'à l'état de spéculation à l'époque où il a créé la villa. Sur l'éclairage, sur pas mal d'autres choses qui sont encore à l'état de laboratoire. Et j'ai travaillé à partir de toutes les épures, il en a fait quelque chose comme 300, je n'ai pas tout utilisé, d'une villa qui n'existe pas, mais à partir d'un logiciel avec des perspectives exactes, et j'ai dû suivre au milliquart de poil pour poser les personnages dedans, etc. Mais quand je dis que je veux faire des ponts entre les personnages et l'univers où ils habitent, c'est que je veux arriver à un point où on ne sait plus qui est l'œuf et qui est la poule. C'est-à-dire que, certes, dans ce cas-là, en tout cas, c'était des personnages qui avaient demandé à ce que la villa soit comme ça, mais je voulais aussi, au bout d'un moment, qu'il y ait un renversement et qu'on se rende compte que c'est peut-être l'environnement qu'ils se sont créés qui commence à influer sur leur comportement. Et cette espèce de flou, je m'amuse avec, au niveau de la déco, au niveau de ce qu'on met, ce qui est un peu pareil dans la vie. Les intérieurs de chacun sont toujours très... quand on n'est pas chez soi et qu'on regarde, on commence à regarder la bibliothèque, comment c'est décoré, etc. Parce que c'est très révélateur des personnes. Je fais juste une petite parenthèse. Tati, lors d'une conférence de presse, parlait de la maison qu'il avait fait construire par Lagrange, l'architecte qui était prof de Gainsbourg, dans Mon oncle, et qui parlait du fait qu'il y mettait des comportements toujours en décalage par rapport à l'univers, parce que les sources de comics sortaient de là. On l'a taxé de réactionnaire par rapport à l'architecture, etc. Lui, ce qui l'intéressait, il était très intéressé par l'architecture moderne. Il a utilisé, ne serait-ce que pour Playtime ou pour Mon oncle, il a utilisé les meilleurs, quoi. Il n'a pas fait n'importe quoi. Mais ce qui l'intéresse, c'est de mettre dedans des gens à qui on n'a pas fait attention, pour créer tout un univers, un encadrement, des flèches au sol, des manières de le jet d'eau, des tics, des choses comme ça. Il disait, prenez la maison qui est dans Mon oncle, avec son hublot qui devient un œil, des choses comme ça. Vous y mettez, moi dedans, j'y ai mis un couple de blaireaux, avec une dame qui est fascinée par l'art ménager, avec un type ventripotent qui fume sa clope le soir après le boulot, qui travaille dans une usine de plastoc, etc. Et avec sa femme qui se goberge de soi-disant tout communique, alors qu'en fait il communique pas du tout, il s'écoute pas. En fait, ce sont des gens qui sont en complet décalage par rapport à ce dans quoi ils se sont mis. Ils se sont mis là-dedans par pur snobisme et par pur matu. Mais il disait, si dedans, au lieu de mettre ces deux-là, j'avais mis un couple de trentenaires avec le mari peintre et la femme traductrice de romans policiers, j'ai plus rien à raconter, c'est plus marrant. Parce qu'ils sont parfaitement adaptés à ce genre de cas. Et voilà, et c'était une parenthèse pour dire que j'arrête pas de jouer sur ça avec différents moyens. Je me suis amusé autrement avec un bouquin qui s'appelait Aller-retour, qui est une espèce de fausse autobiographie autour de mon village d'enfance, que j'ai voulu essayer de recréer tel qu'il était en 60, ce qui commence à remonter pas mal, une ville, le paysage urbain, même d'un village paumé au fin fond de l'Aude, ça change énormément en 60 ans. Et j'avais beau avoir quelques photos, il me manquait énormément de détails, de choses, les poteaux téléphoniques, les poteaux électriques, je sais pas quoi.
il a fallu que je fasse je me rende compte de certains détails du genre. Je prenais des photos que je trouvais dans mes archives personnelles, mais j'en prenais aussi moi. Je faisais des repérages des quartiers qui avaient le moins bougé possible, mais et comme je voulais faire des trucs vus à hauteur d'enfant, les 3/4 du temps, je prenais des photos accroupies ou à 4 pattes. Je passais pour un zozo dans les rues, mais bon. Et je me rendais compte que ça, c'est un fait juste sociologique, mais je me rendais compte qu'une fois que j'étais accroupi et à hauteur d'enfant dans les rues où je m'étais baladé enfant, je ne voyais plus rien. Juste parce que le parc automobile n'était plus le même. Et que c'est farci de voitures. Ne serait-ce qu'à cause de ça. Et il a fallu ça pour que je me rende compte que tout le bas des maisons avait changé, que l'éclairage avait changé, pas mal de choses. Et j'ai fini par aller me documenter. J'ai des sites merveilleux, j'ai découvert des sites de poteaux indicateurs, ça s'appelle poteauenbéton.com. Formidable. Avec des types qui se partagent la France pour aller photographier des poteaux indicateurs, tous signés Michelin, comme il en reste encore quelques-uns, les bornes 4 faces Michelin, ceux incrustés dans les murs, etc. Je suis allé rechercher tout ça. Et j'ai recréé mon village d'enfance, mais j'ai fait un monstre. En fait, il n'a jamais exactement existé comme ça. C'est moi qui ai essayé de, pour aller vite, faire couleur locale ou couleur de ce temps-là, pour donner des signes sémantiques qui disent ah oui, effectivement ça n'existe plus parce que en 65 ça a été abandonné, etc., etc. Et ça donne une esthétique très particulière, mais je suis pas sûr que le village ait existé comme ça. Mais voilà, j'ai travaillé là-dessus avec en pensant au regard que j'avais quand j'étais gamin. D'où c'est encore une fois une autre version du va-et-vient entre une déambulation à un âge particulier et la même plus tard, où déjà on ne voit pas le décor à la même hauteur, ce qui change beaucoup de choses. Enfin, bref, je suis en train de digresser, mais c'est encore une fois, pour finir par répondre à ta question, je pense que je me fais aussi suer sur les personnages que sur l'architecture, parce que parfois ça va être, comme avec le boulot avec mon frère, c'était hyper rigoureux, je ne pouvais pas me permettre une fantaisie. Le village de mon enfance, c'était un peu là et là, j'ai joué avec la réalité. Quand je m'amuse avec un faux Paris ou une fausse Venise dans Dr Radar, là je joue sur de l'imagerie collective avec des indices qu'on va reconnaître, alors qu'en fait c'est pas la place des Vosges, c'est pas une place à Venise, etc. Mais ça y ressemble. Et je m'amuse alors les perspectives. Il n'y en a pas une de juste parce que on est fan d'expressionnisme, autant Serge que moi, et on s'amuse beaucoup à traduire des sentiments, des émotions en tordant les bâtiments ou les perspectives d'une façon ou d'une autre, parce que la vision occasionne des ressentis différents. Voilà. Parfait. Justement, Serge, est-ce que tu as parlé de Meurtre dans le phare? J'entendais que tu citais ça. J'ai parlé de Moscou. Non, mais t'as pas parlé de Meurtre dans le phare. Meurtre dans le phare, qui est un album qui est intéressant, puisqu'il est survenu à un moment où Metal connaissait déjà quelques sérieuses difficultés, et où Serge et mon camarade François Landon, qui lui servait de scénariste, s'étaient lancés dans cette... de co-scénariste, excuse-moi. Ils sont chiants. De co-scénariste. Termine ta question, sinon tu vas pas y arriver. Si, non, mais je connais Serge, on a travaillé 10 ans. Pour faire un livre. Et donc... Ne riez pas. Et donc, la question que je voulais te poser, Serge, c'est quand tu as fait Meurtre dans le phare, tu as fait construire le phare du titre. Et donc,
tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un truc qui était phénoménal sur les photos, c'est-à-dire dans l'appartement de Serge Clair, dans ses beaux meubles, il y avait un phare qui ressemblait à un phare, disons, et très, très en hauteur comme ça, et qui était très joli et très bien fait, avec les auteurs en train de discuter autour du phare, comme si le phare était le totem de leur inspiration. Mon Dieu, je verrais bien les versions. Voilà, c'est ça. Et maintenant, je voulais te poser une question. C'est ça avec ses maquillettes. Mais absolument. Et je voulais te poser une question à l'arrivée. Est-ce que l'extraordinaire effort qui a consisté à construire, à faire construire ce phare, quand tu as lu le livre entre les mains, est-ce que ça t'a paru pertinent? D'abord, j'ai trouvé une grande joie à construire cette espèce de symbole phallique. Déjà. En plus de ça, le phare en haut, je l'avais fait avec une douille d'ampoule électrique, une douille de truc électrique. Donc il y avait un petit bricolage dont j'étais assez fier parce que j'étais nul en travaux manuels. Alors que Chaland, qui quand il construisait des trucs, était un maître absolument. Un prince. Moi j'étais assez nul. Mais là j'avais réussi mon truc parce que je voulais absolument pas me faire. L'architecture, j'ai appris tout mon métier depuis l'âge de 5 ans dans les cahiers, dans les bords de cahiers, dans les journaux, en recopiant tout le monde, machin et tout ça. Donc j'ai pas eu de foutue école et donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc j'ai appris sur le tas. Donc les perspectives, ça me passe au-dessus du sillage, je ne sais pas faire. Donc de mes maladresses, j'ai essayé de faire une force. Mais là, pour le coup, là, le phare comme ça, j'avais besoin d'être extrêmement rigoureux, sinon ça aurait été le bordel. Et après j'ai pris des centaines de photos du phare et je suis très content d'avoir bossé comme ça parce que c'était très efficace. Les rochers, j'ai utilisé ça. Il y avait ça, les rochers, dans des trucs, quand on construit des maquettes d'avions ou de trains ou de machin, c'était des rochers vrais qui existaient. J'ai pris un énorme plaisir à construire le quai et tout ça. Le truc existe encore et je peux le vendre sur YouTube si vous voulez. Les enfers sont ouverts. Je crois qu'il est dans il est dans la cave. Je peux, au bout de 40 ans, m'en dessaisir. Mais est-ce que ça a été utile? Absolument. Centaines de photos que j'ai pris après en petit, qui m'ont servi pour la BD. Idem pour les bagnoles que j'ai construites en modèle réduit, des bagnoles américaines des années 40-50. Et j'ai construit un sous-marin aussi, en maquette. Tu savais ça, non? Non. Et ben voilà. Tant qu'on est sur le meurtre dans le phare, on parle d'architecture quand même, théoriquement. Sa ville est quand même vachement importante dans l'album. Avec c'est bourré de noms et soviétiques et américains, au milieu d'une ville qui n'existe pas, farcie de références qui étaient piquées un peu partout, aux quatre coins du monde, et tout ça. Un peu comme berceuse électrique avec une ville qui n'existe pas. Et c'est étonnant d'arriver à créer un truc, de rendre crédible un truc comme ça avec des velléités précises. S'il n'y avait pas eu l'abominable Hope de Zinge, j'aurais pu faire un tome 2 avec Mort dans le phare. Et là, la ville aurait encore pris de l'importance et tout ça. Mais il y avait deux singes de trop. Mais pour conclure, non, parce que j'ai un signal là, il paraît qu'il faut qu'on s'arrête. Donc pour conclure, je suis content d'avoir fait, très brièvement, on a fait qu'effleurer le sujet, mais fait apparaître quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a quelque chose de l'enfance dans l'art de la bande dessinée. Et que ce quelque chose de l'enfance, ça a toujours été ma conviction, à avoir avec le modèle réduit, avec la réduction du monde, avec le plaisir de descendre le monde au format de la Dinky Toy, de la petite auto. Il dit j'ai fabriqué des petites autos, etc. Et que cette chose-là, à mon sens, ne doit jamais se perdre dans la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il faut, we must keep our children's soul, because it's all about scale models. Exactly. Et cette réduction du monde, elle vaut pour les artistes qui arrivent en étant assis à faire entrer le monde dans leur petite boîte, mais elle vaut aussi pour le lecteur qui peut rentrer et se lever et rebondir, mais surtout se lever d'une façon très sécurisante. Et tout le monde connaît la fonction totalement matricielle de Hergé, par exemple. Quand ça va mal, on se roule en boule et on relit un Tintin et tout d'un coup le monde devient simple.
ou un Félix si tu veux, peu importe ça, après c'est ce que tu as eu toi dans tes premières approches. Ou un Jacobs. Did you read Jacobs when you were young, when you were a kid? Did you know him? I mean, his work. Yeah, when I saw the first Jacobs, Le Grande Pyramide, when I was 5 years or 6 years old, and later le Secret de Spadon. So yeah, but I was more into Tintin. It shows. It shows, but because I was more into the drawings, and Jacobs, for a kid of 5 years old, has many balloons and many text. Too much for a kid. But later in my 20s, I discovered Jacobs again, and then I was into. I thought, wow, that's very good. But to start a new Debate about Jacobs, on enchaîne. Non, je suis plus I discovered while I was working, as I am working on Blake and Mortimer as well, that Jacobs was a master because he never was exactly redundant. Jacobs, il dit il y avait trop de texte, je préférais Tintin parce que dans Jacobs il y avait trop de texte, moi aussi, mais je me rends compte avec le temps que Jacobs était très fort pour écrire des textes qui étaient décalés par rapport au dessin, alors que certains de ses suiveurs que nous ne nommerons pas ont tendance à publier directement leur scénario dans les bulles. Elle entre dans la pièce, un homme est assis dans un fauteuil et le lustre lui tombe sur la tête. Oui, mais on est en train de le voir. Donc c'est, voilà. The redundancy of certain texts in the new Blake and Mortimer was not in Jacobs. Jacobs was always pertinent on sa his caricature text. qui était en... Oui, Souvent, on le caricaturait comme ça. c'est ça. Alors Alors que non, c'est ça, c'est que c'est faux. Et il ajoutait toujours un élément, soit d'aventure, soit de psychologie. Il manque toujours un truc où il y a un truc revenu. Voilà, c'est ça, exactement. Ok.